Penser que cette histoire ne se cantonne qu'aux jeux vidéo serait une grossière erreur. C'est pour ça que je me dis qu'aborder cette légende du jeu vidéo en parlant uniquement par le prisme du jeu vidéo serait une démarche assez incomplète, d'autant qu'il existe déjà énormément de vidéos sur le sujet. On va parler aujourd'hui de Zelda Ocarina of Time et on va essayer de comprendre comment ce jeu vidéo a eu une influence conséquente sur l'intégralité de la pop culture. Mais pour commencer, contextualisons. La licence The Legend of Zelda est une grande licence, et pas seulement parce que ces jeux sont absolument incroyables. Ayant quasiment révolutionné le gameplay et la façon de jouer en abordant ce qu'on appelle plus communément un RPG. Mais avant d'avoir un très bon jeu et un très bon gameplay, il faut bien sûr se concentrer sur le scénario. Avoir une histoire à raconter à travers une épopée dantesque. Et autant vous dire que The Legend of Zelda est d'une certaine manière un précurseur dans la narration de ces histoires. Et particulièrement quand on connaît les contraintes techniques de l'époque. C'est pourquoi Ocarina of Time révolutionne en 98 la manière de raconter une histoire entre les moments jouables. Élément qui à mon sens s'est un peu perdu avec Breath of the Wild, mais ça on peut en débattre dans les commentaires. Alors oui, c'est vrai que c'est assez facile de dire qu'Ocarina of Time est un chef-d'œuvre, mais il faut encore s'en expliquer. Au moment de sa sortie, Ocarina of Time est pensé comme le premier volet d'une grande saga. Et à ce moment-là, il est le 5e opus de la licence après The Legend of Zelda, Zelda 2, A Link to the Past et Link's Awakening. Ocarina of Time est alors un prequel avec la responsabilité de trouver une origine autour de toutes ces histoires. Une volonté qui avait déjà été esquissée avec Link to the Past. Mais Ocarina of Time possède une particularité évidente. Comme son titre l'indique, il joue avec le temps. Seulement en 2011, il va perdre son statut d'origine de la licence. Mais je m'explique. À la sortie de Skyward Sword sur Wii, Nintendo décide d'éditer une chronologie officielle pour satisfaire les fans et relier les jeux à travers une histoire unique. Skyward Sword devient alors le nouveau point d'origine de la saga, et Ocarina of Time arrive un peu plus tard dans cette chronologie. Cependant, il n'a rien perdu de son importance. Voilà pourquoi. Ocarina of Time devient un point angulaire là où la chronologie se divise en 3 timelines. Une où le héros du temps est vaincu par Ganondorf, une où le héros vainc Ganondorf et poursuit son épopée adulte, et une où Link retourne dans le passé pour revivre son enfance et créer une nouvelle timeline. Alors oui, vous avez bien entendu, retourner dans son enfance. Mais concrètement, Ocarina of Time, ça parle de quoi? On démarre notre épopée en suivant les aventures d'un jeune garçon nommé Link qui habite une forêt appelée la forêt Kokiri. Elle est peuplée d'une espèce très particulière, les Kokiri. Un peuple de jeunes enfants qui ne grandit jamais, référence directe à Peter Pan. Ils ont une autre particularité, chacun est accompagné d'une fée, une sorte d'ange gardien, chargé de les protéger à travers les âges. Mais Link semble être un Kokiri à part. En tout cas, il est présenté comme tel, dans la mesure où il est le seul à ne pas avoir de fée. Et vous allez voir que c'est extrêmement important. Quand Link commence son épopée, il est seul, privé de cette protection symbolique, ce qui illustre déjà sa différence et conditionne le destin qui l'attend. Celui du héros du temps. Un destin qui va le confronter à une solitude profonde, une solitude qu'il connaît dès son plus jeune âge. Mais à défaut de connaître l'insouciance, Link va être obligé de prendre des responsabilités très tôt, ce qui va le forcer à gagner en maturité et à développer un esprit déjà avancé pour son âge. Il est d'ailleurs intéressant de voir qu'entre l'apparence de Link et son état d'esprit, il y a un contraste qui est véritablement conséquent. Cette opposition prendra tout son sens plus tard lorsqu'il s'endort pendant 7 ans pour se réveiller dans un corps d'adulte. Alors j'ai souvent entendu cette question, comment Link peut-il avoir une mentalité d'adulte en se réveillant dans ce corps d'adulte alors qu'il est censé avoir dormi pendant 7 ans et donc ne pas avoir acquis la maturité d'un enfant qui a grandi et vécu des expériences? Et ma réponse à ça, elle est assez simple. Oui, c'est un enfant, mais il avait déjà ce comportement d'adulte lorsqu'il était enfant. Car le rejet des autres Kokiri amène la solitude qui amène le fait de se débrouiller seul et donc d'évoluer plus vite. Il doit donc sauver le chef spirituel des Kokiri, le vénérable arbre Mojo. Donc à ce moment-là, Link adopte la position d'un enfant qui doit s'occuper d'un parent malade. Et en termes de maturité, ce genre d'expérience forge énormément. C'est pour ça que lorsqu'il devient adulte, son corps est simplement en adéquation avec l'esprit qu'il possède déjà. Mais évidemment, cet esprit devra encore s'éveiller. Au-delà de l'arbre Mojo, Link va rencontrer presque toutes les familles royales d'Hyrule. Et non seulement il va les rencontrer, mais il va aussi devoir leur venir en aide. C'est également le cas de la princesse Zelda que Link rencontre alors qu'ils sont tous les deux enfants.
Il s'infiltre dans le château, la rencontre, et c'est à ce moment-là qu'elle le met en garde contre Ganondorf, dont elle ressent la malveillance. Et comme Link, Zelda est marquée d'une maturité précoce due à ses obligations royales. Elle va d'ailleurs accompagner Link tout au long de son aventure de manière totalement anonyme. Mais ça, on y reviendra. Revenons un instant à la forêt Kokiri. Cette forêt où rien ne change, où les enfants ne grandissent pas, représente ce qu'on appelle la zone de confort. Une zone où rien ne se passe, mais finalement, cette zone est sans nul doute la plus dangereuse qui soit. Un Kokiri qui quitte la forêt meurt. Link est donc le seul capable d'en sortir. Et chaque rencontre qu'il va faire va lui apporter quelque chose. Parce qu'il est important de noter que c'est sans nul doute nos rencontres qui nous aident à grandir. De par leur bienveillance, de par leur toxicité, mais surtout par l'expérience qu'ils nous transmettent. Par exemple, Saria qui va lui apprendre la bonté, Darunia lui apprendra le respect et la légitimité, ou Ruto qui va lui apprendre la confiance et l'entraide. Ces expériences sont symbolisées par les pierres spirituelles, mais elles ne rendent pas Link meilleur, elles matérialisent son vécu. Et c'est lorsqu'il va ouvrir le temple du temps qu'on sent que quelque chose cloche. L'expérience est là, mais l'enfant n'a pas encore les épaules pour la porter. L'épée de légende est trop lourde, et cette lourdeur provoque une ellipse de 7 ans. Et pendant ce temps, Ganondorf, il va détruire Hyrule. 7 ans plus tard, Link est un adulte, mais être adulte, ça suffit pas. Link doit encore affûter son esprit. Il retourne voir chaque peuple, gagne leur confiance et révèle les sages. Ainsi le pont se forme et le château devient accessible. Cette avancée matérialise l'expérience que Link va acquérir pendant son aventure. Seulement, Link n'est jamais seul dans cette aventure, car il est non seulement accompagné de Navi, la fée envoyée par l'arbre Mojo, mais également par un mystérieux Sheikah, intitulé Sheik. Ce personnage mystérieux aide Link grâce aux mélodies de l'ocarina. Puis celui-ci va se révéler finalement être la princesse Zelda, travestie pour échapper à ses ennemis. Cependant, cette révélation va lui coûter sa liberté. Un peu comme si les deux personnages étaient dans un état schizophrénique où le courage était affublé à Sheik, mais une fois l'identité dévoilée, celui-ci perd son courage pour redevenir la simple princesse à sauver. Ganondorf capture Zelda et Link se retrouve seul, sans Navi et sans épée. Alors bien sûr, la victoire est possible, cependant elle a un prix. Il est important de noter que la notion de victoire dans Ocarina of Time n'est jamais totale. Et c'est sans doute là que le jeu atteint une profondeur rarement égalée. Alors oui, Link va réussir à vaincre Ganondorf, Link va réussir à sauver Hyrule, mais le prix de cette victoire, Link va être le seul à devoir le payer. Lorsque la princesse Zelda le renvoie 7 ans en arrière, elle lui offre en apparence la possibilité de vivre l'enfance qu'il n'a jamais eue. Mais en réalité, c'est sans nul doute le pire des cadeaux empoisonnés. Car Link ne redevient pas un enfant. Il devient un adulte prisonnier dans un corps d'enfant. Son esprit, lui, a déjà traversé la guerre, la perte, la responsabilité et le sacrifice. Il a porté sur ses épaules le destin de peuples entiers, il a vu un royaume tomber et il a affronté le mal absolu. Et maintenant, il se retrouve seul. Dans un monde qui ne peut ni comprendre ce qu'il a vécu, ni reconnaître ce qu'il est devenu. Alors il va retourner voir Zelda pour la prévenir et empêcher Ganondorf d'assouvir ses desseins, accomplissant ainsi une fois de plus ce qu'il devait faire. Mais une fois cette mission accomplie, plus rien. Link comprend alors quelque chose de fondamental. La solitude n'est pas un accident de son destin, c'est son fardeau. Depuis le début, Link est seul. Seul sans fée dans la forêt Kokiri, seul face à la maladie de l'arbre Mojo, seul face aux responsabilités qu'aucun enfant n'aurait dû porter. Et maintenant il est de nouveau seul, mais différemment. Car Navi également l'a quitté. Cette fée qui n'était pas qu'un guide de gameplay, cette fée qui représentait la voix, la présence, le lien, celle que l'arbre Mojo lui avait confiée pour ne pas qu'il traverse cette épreuve totalement isolée, Navi disparaît sans adieu, comme si Link n'avait été qu'une mission à accomplir. Comme si une fois le mal vaincu, il n'était plus nécessaire. Et c'est sans nul doute la blessure la plus profonde de son aventure et la plus grosse tragédie d'Ocarina of Time. L'arbre Mojo est mort, Zelda est hors de portée, Hyrule est sauvé mais ne le reconnaît pas. Et la seule présence constante de son parcours qui sait ce qu'il a accompli l'abandonne. C'est à cet instant précis que Link comprend que le héros est celui qui ne reçoit rien. Mais c'est celui qui accepte de tout perdre. Ce n'est pas un prétexte scénaristique, c'est la seule réponse possible face à sa solitude. Retrouver l'être
qui sait qui il est vraiment et ce qu'il a accompli. Na'vi est le dernier lien avec ce qu'il a été, le dernier témoin de ce qu'il a traversé, la seule entité capable de reconnaître pleinement le héros du temps pour ce qu'il est réellement. C'est pour cela que Link quitte Hyrule. Pas pour l'aventure, pas pour la gloire, mais pour combler un vide que personne d'autre ne peut comprendre. Et c'est précisément cette quête, née d'une victoire incomplète et d'une solitude assumée, qui donnera naissance à Majora's Mask. Mais ça, on en parle dans une prochaine vidéo. Et c'est là-dessus que nous terminerons cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, c'est ce qui aide le plus la chaîne. Vous pouvez également devenir membre soutien et avoir accès à du contenu en avant-première. En attendant, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Moi je vous laisse, ciao les amis.